Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, nous vous proposons une heure de voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de faire un inventaire des technos, mais de comprendre comment elles peuvent changer le pouvoir, le hasard et quelque part les risques et les opportunités. Avec Guillaume Gralet, qui vient de publier Pionnier. Nous partirons sur le terrain. Dans le monde entier, des personnes, des idées, des paris, parfois des obsessions qui façonnent déjà nos destins numériques. Et avec Marin, nous mettrons ces histoires en perspective, souveraineté, stratégie, conséquences, ce qui résiste, ce qui dépend, ce qui bascule. Et vous pouvez également trouver ces productions dans Substack Minimus 5. Et nous prendrons comme d'habitude vos questions et nous les relayerons dans le chat. Alors, commençons par une question pour toi, Guillaume. Dans ton ouvrage Pionnier, est-ce qu'il y a un personnage ou un labo qui t'a le plus fait dire OK, nous avons changé d'époque? Bon, c'est une super question et j'en profite pour te remercier Nicolas, remercier l'Institut des Actuaires, toute l'équipe, Florence et Marin, à qui j'avais fait relire le manuscrit avant de le publier parce que j'avais eu la chance de le rencontrer quelques mois auparavant et j'avais été impressionné par sa clairvoyance sur le monde dans lequel on vit et qui est en pleine accélération et qui est à la fois enthousiasmant, qui peut faire peur, mais que je pense qu'il est important d'essayer de comprendre, en tout cas d'approcher les personnes, parce que c'est un peu ça le point commun, les personnalités, les gens hors du commun qui construisent ces technologies. On y reviendra, mais à chaque fois je leur ai posé trois questions. Quel monde imaginez-vous dans 10 ans? Avec quelle personne du passé ou du présent vous aimeriez prendre l'apéro, déjeuner, dîner, en tout cas passer du temps, une personne qui vous impressionne, que vous admirez, pour quelles raisons. Et puis aussi, dans cette accélération, où on a un peu l'impression que chaque métier, en tout cas chaque tâche, est un petit peu bousculée, que faut-il apprendre nous-mêmes à tout âge de la vie et à nos enfants? En tant que père de deux ados de 15 à 17 ans, je me sentais assez concerné. Et ce qui est très intéressant, et ensuite je te réponds tout de suite Nicolas, c'est que les réponses sont très différentes. Bien sûr, selon que je me trouvais à Taïwan, en Russie, en Inde, en Afrique, où je suis allé dans plusieurs pays, en France, aux États-Unis, mais y compris aux États-Unis, où on voit qu'il y a plusieurs écoles. On entend toujours parler un petit peu des mêmes, hein, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, le créateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les, euh, tout le monde n'a pas le même point de vue. Et même si on a un peu l'impression que les jeux sont déjà faits, qu'il y a cette guerre entre la Chine et les États-Unis à laquelle on ne pourra pas échapper, eh bien, il y a d'autres pages qui peuvent s'écrire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre que tu as la gentillesse de présenter, Nicolas. Il y a deux choses, j'ai envie de te répondre pour lancer un peu le débat et montrer un peu la diversité des points de vue qu'il y a dans ce petit livre, hein, que tu as eu la gentillesse de montrer. C'était à la fois un laboratoire qui s'appelle Building 8, qui a disparu depuis, qui était un laboratoire extrêmement secret chez Facebook, qui ne s'appelait pas encore Meta, qui a été dirigé par Regina Degan. Regina Degan, c'était l'ancienne patronne de la DARPA, l'agence d'innovation militaire américaine, et qui imaginait tout simplement une communication de cerveau à cerveau. On parlait encore très peu de Neuralink, mais ça pouvait passer par des implants cérébraux. Et ce laboratoire a été totalement interdit d'accès. Et puis, j'ai envie de dire inversement, au fur et à mesure de mes reportages, j'ai pu aller en Afrique à une conférence que j'adore, à laquelle je vais chaque année qui existe depuis 7 ans, qui s'appelle Indaba. Indaba, ça veut dire rassemblement en zoulou. Et on voit la communauté africaine de l'intelligence artificielle, qui peut être déjà présente sur place via différents instituts, l'Institut africain de mathématiques, par exemple, qui est très présent à Kigali,
et en Afrique du Sud, mais aussi de la diaspora du Canada, des États-Unis, se retrouver à chaque fois dans une capitale africaine différente. Donc c'était le cas à Tunis, à Dakar, c'était une super édition à Dakar, à Kigali l'été dernier, et puis j'irai à celle de Lagos au Nigeria en été 2026. Et là, on voit un laboratoire en fait à ciel ouvert où, à travers des ateliers pendant une semaine, ces chercheuses et ces chercheurs se retrouvent, mettent en avant la diversité des langues africaines, parce qu'on on l'oublie un peu, mais ChatGPT, dont on célèbre en ce moment le troisième anniversaire, c'est un modèle de langue. Or, en Afrique, il y a plus de 2000 langues, plus de 7000 dialectes, et cette diversité, elle est mise en avant dans ces travaux pour essayer de répondre à des questions les plus concrètes possibles pour des éleveurs, des agriculteurs, des personnes qui veulent éviter, anticiper les catastrophes climatiques. Et là, j'ai vu cette communauté qui crée à plusieurs des modèles intéressants qui peuvent euh, intéresser le monde entier. Donc, pour te répondre, très tôt, j'ai vu qu'il se passait des choses, qu'on était dans une phase d'accélération, mais la prise de conscience et qui m'a donné envie d'écrire ce livre, Nicolas, c'est de montrer qu'on a le choix, que même si tout va très vite, eh bien, c'est à nous, c'est à l'homme de décider ce qu'il va faire de cette invention qui peut donner un peu le tournis, hein, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et si je reviens sur Indaba, c'est la conférence qui est vraiment orientée deep learning. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, en fait, l'idée, elle est née de plusieurs personnalités. Karim Beguir, donc c'est le co-créateur de InstaDeep. Donc c'est un polytechnicien franco-tunisien qui l'a revendu à BioNTech, ce qui lui a permis de faire fortune. Et il soutient cette initiative qui est aussi née d'une prise de conscience de deux ingénieurs, une femme et un homme de DeepMind, qui allaient à ces fameuses conférences très importantes dans l'intelligence artificielle qu'on appelle les conférences NeurIPS. Ça a souvent lieu là aussi, hein, c'est au maximum une fois par an, il y en a parfois plusieurs fois par an. Ça a souvent lieu au Canada, aux États-Unis, mais bon, ça se déplace. Et en fait, ils étaient à cette conférence NeurIPS et ils se disaient, mais c'est Shakir Mohamed notamment, qui disait, mais je ne vois personne, aucun chercheur africain publier dans les revues de recherche, en tout cas intervenir. C'est important qu'on puisse se retrouver. Donc c'est effectivement autour du deep learning, de l'intelligence artificielle, et c'est une communauté qui n'arrête pas de grossir. 500 personnes il y a 3 ans, 700 il y a 2 ans, 1000 l'année dernière, et je pense qu'ils attendent encore plus de monde à Lagos. Alors c'est super parce qu'il y a Philippe Baumard qui est intervenu devant nous, notamment en disant attention parce que les modèles d'IA génératifs sont entraînés sur un corpus essentiellement anglo-saxon. Donc déjà, nous, en tant que Français, on voit bien que quand j'ai envie de mettre des guillemets en français, bah déjà, il n'aime pas. Euh, Exactement. les espaces après, avant deux points, il n'aime pas non plus. Mais c'est peut-être encore pire, entre guillemets, d'un point de vue africain avec les variétés. Donc d'où c'est important. Et donc, Ouais. Marin, quand tu entends cette histoire, toi, comme tu travailles aussi notamment sur la souveraineté, la stratégie, est-ce que pour toi c'est plutôt une promesse, une dépendance, une arme? Bonjour. D'abord, j'ai commencé à bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Nicolas pour cette invitation. Une précision sur le livre de Guillaume qui, à mon avis, a deux choses fondamentales et qui sont, à mon avis, extrêmement importantes de rappeler. La première, c'est qu'il permet aussi d'accéder à la personnalité profonde de personnes qui aujourd'hui ont révolutionné notre monde. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un des outils la compréhension fine de leur psychologie à mobiliser pour anticiper ce qui peut potentiellement arriver dans le futur. Et d'autre part, quelque chose qui est trop peu mis en avant, à mon sens, dans les médias, c'est les alternatives qui existent. La technologie, la tech que nous connaissons actuellement n'est qu'une vision et une expression de la tech qui découle, à mon avis, d'une vision qui avait été démontrée par Shoshana Zuboff dans Capitalisme de surveillance, qui est une tech extractiviste, prédatrice, fondée sur la captation des données, etc. Et à mon avis, le livre de Guillaume est fondamental pour comprendre qu'il y a d'autres alternatives. Sur ce qu'il vient de présenter comme les deux éléments qui l'ont marqué, les neurotechnologies, on pourra en parler plus tard, qui est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé. Et le premier interview que j'avais donné sur ce sujet, c'était à Guillaume que je le devais. Mais un autre sujet aussi qui est à mon sens fondamental, c'est l'Afrique. Il y a d'autres pays qui sont pionniers en matière d'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui dans les médias français
quasi exclusivement des États-Unis, un peu de la Chine, mais l'Afrique est au grand abonné absent et il se passe énormément de choses en Afrique, d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue stratégique. Je pense notamment aux câbles sous-marins, etc., et à tout ce tissu qui est laissé à l'abandon et qui est en train d'être repris par les Chinois. Et à mon avis, c'est extrêmement important de ne pas négliger l'Afrique. Pour répondre à ta question, selon moi, l'intelligence artificielle, elle est les trois à la fois. Euh, D'abord, c'est une promesse. Depuis l'Antiquité, l'humanité, et plus précisément l'Occident, rêve de faire penser les machines. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se souviennent, dans l'Iliade d'Homère, on a une description comment Héphaïstos est présenté comme étant le dieu capable de créer des êtres artificiels. Et depuis lors, l'humanité et l'Occident n'a cessé de vouloir le faire, reproduire cette expérience, soit à travers des automates d'art, soit à travers des œuvres littéraires. Mais au XXe siècle, en fait, tout ça change grâce à des pionniers du numérique, de l'informatique, des intelligences artificielles. Je pense à Turing, John von Neumann, on pourrait citer Norbert Wiener, etc., qui en fait permettent de tenter de modéliser cette intelligence, enfin de modéliser l'intelligence humaine pour l'introduire dans des machines. Et tout commence avec la fameuse conférence de Dartmouth qui en fait tente de reproduire, entame les travaux de reproduction de la pensée humaine sous forme de calcul. Et on sait aujourd'hui que cette intuition s'est heurtée à de nombreux problèmes techniques concrets et continue de se heurter à ces problèmes. Euh, à mon avis, cette promesse est aujourd'hui devenue centrale parce qu'on a rencontré trois révolutions qui ont permis vraiment de débloquer la situation, qui est d'une part l'explosion de la puissance de calcul, l'accumulation massive des données numériques et la découverte des réseaux de neurones profonds qui sont inspirés du fonctionnement des cerveaux humains et dont les LLM sont aujourd'hui l'expression la plus spectaculaire, même si là encore, on rencontre des problèmes. Avant d'abord de répondre sur la question de l'arme, il y a aussi la question de la dépendance. Et à mon sens, il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est que j'entends des gens là souvent la comparer à un outil. On dit l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau, je peux m'en servir pour taper sur la tête de mon voisin ou taper sur un coup. À mon avis, c'est une erreur fondamentale parce que, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un philosophe qui s'appelle Simondon, l'outil, en fait, est défini comme le prolongement de l'action du corps. Or, l'intelligence artificielle, c'est pas le cas. L'intelligence artificielle, c'est une machine. Et l'histoire de la technique nous montre que l'humain a tendance à se soumettre systématiquement à la machine. Et cette soumission systématique à la machine, via les chaînes de production, etc., comme on a pu le voir au 19e siècle, comme on peut le voir au 20e siècle, comme on peut le voir aujourd'hui au 21e siècle, elle entraîne un phénomène de prolétarisation. Et ça, c'est Bernard Stiegler qui le précisait bien, qui en fait, le phénomène de prolétarisation, contrairement à ce que pensent certains marxistes, c'est pas juste la dépossession des moyens de production, c'est la dépossession des moyens de production, mais aussi c'est la dépossession des savoir-faire et des savoir-faire pensés. Et à mon sens, l'intelligence artificielle est une arme. Alors, on pourra citer l'arrivée des drones, des robots de combat, etc., qui menacent le droit international humanitaire, qui accélèrent la prise de décision militaire, mais qui aussi menacent le droit international humanitaire, mais qui sont aussi des armes cognitives fondamentales, puisqu'en fait, en se soumettant, en ayant ce rapport de dépendance à la machine, en fait, on est en train de renoncer progressivement à notre autonomie intellectuelle, à être guidé à chaque moment de nos vies, et je pense que ça a des conséquences extrêmement importante, d'une part sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan politique et voire même civilisationnel. Et culturel, donc enfin ça rejoint peut-être ce que tu dis sur civilisationnel, mais Mmh, en gros on est presque programmé par la machine quelque part. quelque part, oui. Et ben, donc finalement, si je rebondis sur ce que tu disais, Simondon, là, on entend parfois les ingénieurs gouvernent. Est-ce que vous avez vu le pouvoir, alors soit se déplacer, soit de se développer, Guillaume? Ce qui est intéressant, bien sûr, effectivement, c'est-à-dire que il y a plusieurs. C'était vraiment brillant ce qu'a dit Marin, parce que ça nous vraiment remet bien en perspective. Et il y a plusieurs craintes qui sont
soulevés par l'intelligence artificielle. Et c'est notamment une des craintes, c'est l'apocalypse cognitive, c'est-à-dire de s'en remettre, de remettre notre capacité de penser à la machine. Et puis nous, tout simplement, euh, on se rend bien compte qu'elle calcule plus vite que nous, qu'elle a plus de mémoire. Et ça peut être très tentant, en réalité, à chaque fois qu'on doit faire marcher notre cerveau, ça va l'être de plus en plus, en tout cas, de s'en remettre à la machine. Ce que je trouve intéressant si on prend un tout petit peu de recul sur cette intelligence artificielle, et c'est un prix Nobel de physique qui m'a dit ça et que je cite 2 fois dans le livre. C'est Alain Aspect, vous savez, prix Nobel de physique 2022. Il a notamment joué un rôle très important. Alors, il est très sympa, hein, accent du Sud-Ouest, il adore le foie gras, etc. Mais il est quand même prof à Polytechnique. Et puis surtout, il a joué un rôle très important dans la démonstration de l'intrication dans la physique quantique et il est vraiment respecté. Et puis, il a cette autre particularité que je trouve très sympa, c'est que il a beau avoir plus de 70 ans, il est lui-même start-upper parce que lorsqu'il a vu plusieurs bonnes idées de ses étudiants, et notamment l'idée de Pascal, il n'a pas pu s'empêcher d'investir pour dire bah, je vous accompagne, vous avez des bonnes idées, et c'est important. Et ce qui m'a dit, que je trouve assez fascinant, et qu'il faut garder en tête, notamment pour l'avenir, pour cette technologie qu'on accompagne, hein, qu'on ne pourra pas stopper malheureusement, donc qui est capable de beaucoup, beaucoup de dégâts, mais qui est aussi capable de progrès fantastiques, on y reviendra, c'est qu'il m'a dit que si on n'avait pas eu les scientifiques français et européens des années 30, on n'aurait tout simplement pas eu de circuits imprimés, de microélectronique et de petits gars dans les garages en Californie qui ont, avec Apple, Google, Yahoo, Facebook, Instagram, changé totalement notre manière de vivre. Et donc, c'est cette importance de la science qui est elle-même bousculée en ce moment par l'intelligence artificielle qu'il faut absolument garder en tête et cette capacité à réfléchir par nous-mêmes. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais que je pense extrêmement importante. Cette tentation, en fait, de s'en remettre à la machine, elle a été très bien décrite aussi par le paléoanthropologue Pascal Pic, hein, qui lui parle du syndrome de la planète des singes, où, où les hommes, face à des créatures qui peuvent l'impressionner, en l'occurrence de grands singes, peuvent tout simplement démissionner. Et alors qu'on va voir de plus en plus de progrès, de productivité, on le voit dans la connaissance, hein, c'est ce qui amène cette tempête, ce bain de sang chez l'école blanc qu'on voit en ce moment, avec des tâches qui sont remplacées. Ça risque d'arriver à l'avenir avec des humanoïdes de plus en plus conscients de leur environnement et donc d'autres tâches qui vont à leur tour être remplacées. Eh bien, c'est d'arriver finalement à une société qui sera plus productive, mais où on va redéfinir totalement la redistribution de richesses. Et le danger, c'est que on va voir une explosion des inégalités où seulement une petite partie continue de réfléchir par elle-même, de décider en réalité avec les machines, et puis une autre partie de l'humanité à qui certains acteurs, je vais essayer de revenir à des propositions très concrètes comme Sam Altman, le créateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui lui imagine un revenu universel pour lorsque tout le monde n'aura pas forcément du travail, tout le monde pourrait vivre, mais quelle est l'utilité d'une vie si on n'a pas soi-même un métier et une capacité à réfléchir par nous-mêmes? Euh, Je suis allé un peu loin, mais Non, c'est... non, mais c'est très bien. Je réfléchis par rapport à ça et ça pose plein de questions, etc. Et donc, quelque part, Marin, si, est-ce que tu vois des vecteurs de souveraineté technologique? Typiquement, ces jours-ci, donc vous avez sur le quantique, Oui, euh, on avait un Isérois, donc Kobli, oui, et il est en négociation exclusive avec un Suisse. Alors, c'est un Suisse et pas un Américain, Seal SQ. Mais on a oui, eu Valérian Giez de Candela qui nous a parlé. Et le risque c'est que ça s'est passé sur le cloud, ça s'est passé sur l'IA, et ça va encore se passer malheureusement, et je suis peut-être un peu trop défaitiste là-dessus, sur le quantique, c'est qu'au bout d'un moment, quand la startup a besoin vraiment de grossir, eh ben, les sous, ils viennent plus de l'Europe ou de la oui. France. Peut-être juste sur la souveraineté, parce que ça m'a occupé toute la journée, je dis un tout petit mot. Il y avait hier à Bercy, donc au ministère de l'économie, une centaine d'acteurs qui, c'était
certains du cloud français, Iliad, enfin, via Scaleway par exemple. Il y avait des gens de France Digital qui étaient aussi présents, qui, lorsqu'on voit comment peut se comporter Donald Trump, donc l'allié historique, à la tête de l'allié historique de la France, s'interroge totalement. C'est-à-dire qu'on a remis, c'est un petit peu, c'est la crainte d'un Groenland numérique, c'est-à-dire que on a remis tellement du fonctionnement de nos machines, de nos économies aux clouders américains, comme tu l'expliques, Nicolas, qu'on est extrêmement vulnérable. Et je parlais avec une des personnes qui était présente hier et tout le monde s'est retrouvé au Quai d'Orsay. C'était assez symbolique, je trouve, hier soir pour terminer cette journée. Il m'expliquait que ce qu'on a vu avec le cloud, c'est-à-dire en remettre au nom de l'efficacité une grande partie de l'accès de nos données à des acteurs extra-européens, on risque de le voir de plus en plus avec les développements actuels de l'intelligence artificielle. Je fais très vite. Avec ChatGPT, on a parlé des fameux modèles de langue qui célèbrent un peu les 3 ans d'existence, 3 ans d'apparition de ChatGPT, 30 novembre 2022. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'IA agentique. Donc l'IA agentique, c'est une IA qui, en s'appuyant sur des agents intelligents, on va lui conférer de petites décisions, décider à nous-mêmes. On lui confie des tâches, on lui confie le soin de les mener de A jusqu'à Z. Et en réalité, ce que m'expliquait cette personne, pour faire très court, il me disait, euh, si on n'a pas nous-mêmes nos solutions de cloud ou d'intelligence artificielle, eh bien, ça sera très facile pour une puissance étrangère, celle qui a réussi à imposer son IA agentique sur notre territoire, de prendre les décisions à notre place, dans notre vie privée, mais aussi dans nos entreprises. Donc, la question de la souveraineté est extrêmement importante, surtout en ce moment, parce que c'est ce qu'on redoutait. Vous vous souvenez, au début de Google, il y avait marqué, ils avaient écrit sur ce qu'on pourrait dire leur petite constitution Don't be evil, ne soyez pas le diable. Ça a disparu au fur et à mesure des années. Euh, Jusqu'ici, avec les États-Unis, ça se passait plutôt bien, mais là, on voit bien que ça peut être beaucoup plus tendu. Pour terminer sur ce point, en septembre, j'ai pu assister à une conférence de David Sachs. Alors, il n'est peut-être pas forcément très connu, mais il a participé à ce qu'on appelle la mafia PayPal, c'est-à-dire au début de PayPal. Vous savez, ce système de paiement où il y avait plusieurs personnalités qui sont devenues très connues, comme Peter Thiel, comme Reid Hoffman, hein, le co-créateur de LinkedIn, qui ne s'entend pas du tout avec Elon Musk d'ailleurs. Elon Musk était là aussi. Et puis il y avait David Sachs, qui a fait fortune ensuite, hein, et dans la crypto aussi. Et aujourd'hui, c'est un peu le AI tsar de Donald Trump, donc c'est celui qui le conseille sur sa stratégie d'intelligence artificielle. Et David Sachs, dans une conférence, expliquait nous, ce qui nous fait peur, ce qui nous terrorise, c'est la montée en puissance de la Chine. On l'a vu au cours des dernières années avec la montée en puissance de Huawei, tout ce qu'a fait Washington pour empêcher ses alliés européens de recourir à Huawei dans son cœur de réseau. On l'a vu plus récemment avec DeepSeek, hein, vous savez, ce modèle open source qui a challengé les grands modèles américains, et il disait, donc on va tout faire pour limiter la montée en puissance de la Chine, lui limiter par exemple l'accès aux GPU de Nvidia, etc. C'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Mais surtout, ils exigent de leurs alliés, ça ne pose aucune question, eh bien, que les alliés se rangent derrière la position américaine. Bref, on voyait dans cette prise de position pas forcément une volonté de voir l'Europe s'affirmer. Et je pense qu'on est au cœur des questions de souveraineté qui passionnent Marin, par exemple. Alors, typiquement dans The Economist, il y avait une interview par le responsable de la partie défense, un des cofondateurs d'Helsing. Et Oui, ce Antoine cofondateur, Borg, non? Ouais. à l'origine, il avait fait sa startup dans le gaming, donc le jeu complètement à côté. Il l'a revendu, et je crois que et après, au bout de quelques années, il s'est dit, ben ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette de la défense européenne? Et donc, il a fondé Helsing avec deux autres, Ouais. dont il pensait d'ailleurs sur l'IA, et avec des notions, ben, il faut arrêter, peut-être en complément des armes classiques, même si on voit que ça a marché au Venezuela, faire des drones de masse, aller dans l'espace, etc. Donc, quelque part, on peut espérer qu'il y ait ce réveil au-delà de la défense sur réappropriation américaine. Et on a bien vu que Thierry Breton s'est fait éjecter, on lui a interdit l'accès, que des juges qui déplaisaient à Trump, on leur dit bah, maintenant vous n'avez plus accès aux outils classiques américains. Et donc effectivement, si aujourd'hui on me coupait mon Google, mon Microsoft, etc., je serais très mal parce qu'il y a une bonne partie de ma vie qui est là-dedans, quoi.
Voilà, c'est Marin, parce est-ce que que tu veux compléter ou pardon, Guillaume? Ouais, non, vas-y, Marin. bien sûr, non, c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Je vais répondre à ta question qui est sur les ingénieurs, parce qu'elle me semble fondamentale. Effectivement, aujourd'hui, dans une situation européenne où, en fait, je lis régulièrement beaucoup d'acteurs dire c'est la fin du doux commerce, qui en réalité n'a jamais été doux, et c'est le retour des ogres qui en réalité n'ont jamais disparu. Et c'est vrai que l'Europe se retrouve dans une situation de désindustrialisation critique et là on a le réflexe politique de dire bah il faut revenir, c'est le retour des ingénieurs, il nous faut des ingénieurs, il faut des ingénieurs à tête, c'est la faute du politique, c'est la faute de la démocratie et même voire même on a des questions aujourd'hui sur les plateaux télé ou sur les grandes chaînes de radio où on arrive à dire bah, est-ce que les modèles démocratiques sont encore viables dans un monde qui va aussi vite et pour faire face entre guillemets à la Chine et aux États-Unis. À mon avis, c'est une faute fondamentale parce que je ne pense pas que le problème soit qu'il faille ou non une société d'ingénieurs. En réalité, des ingénieurs, une société d'ingénieurs, une société fondée sur le calcul, le chiffre, on en a toujours une, et depuis les années 80, 90 et 2000, on est sous l'ère de ce qu'on pourrait qualifier de gouvernance par le nombre. J'emprunte ce terme à Massupio, mais on a des KPI, on a des tableurs Excel, et les politiques publiques ont été quasiment systématiquement vues à travers ce prisme, qui est un prisme en réalité court-termiste de retour sur investissement. En réalité, ce qu'on découvre, c'est qu'on est les seuls à avoir oublié que, en fait, on a perdu notre histoire. Très récemment, je suis retombé sur un poème de Kipling qui date de 96 et qui décrit les premiers câbles sous-marins et comment en fait les câbles télégraphiques anglais en fait sont le nerf de l'Empire britannique et comment les autres puissances européennes louent l'utilisation de ces câbles pour les utiliser. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale? Et bien, en fait, la marine britannique a coupé les câbles sous-marins allemands et ce qui a fait que l'Allemagne, pendant un temps, n'a plus pu communiquer avec son empire. Euh, Cette chose-là, elle a été rappelée aussi en 99 par Laurence Lessig, qui disait en fait code law. Les infrastructures, le software sont plus puissants que des normes juridiques. Et ça, on l'a oublié dans notre vision court-termiste. Et je pense qu'on n'est pas dans une crise d'ingénieurs, même si on a une question sur comment est-ce qu'on peut garder nos talents, comment est-ce qu'on peut produire, etc. Mais on a surtout une question sur quel projet de société à moyen et long terme on a comme contre-proposition par rapport aux Chinois et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on est en train de voir la réussite d'un projet de société depuis plus de 30 ans, qui est le projet de société chinois, qui est un projet qui a énormément de défauts, mais qui a un projet long, qui a un projet de planification, qui a un projet de vision du futur. Et je pense qu'à mon avis, on n'est pas dans une crise des ingénieurs au sens d'esprit d'ingénieur. Sur les ingénieurs réels, ça c'est autre chose. Mais on est dans une crise de vision de la technologie au service d'un projet politique et au service d'un projet démocratique. Et à mon avis, c'est ça, c'est cette chose-là qui est fondamentale. Après, pour sélectionner répondre à la deuxième question sur les vecteurs de souveraineté, à mon avis, il y en a plein, mais si on devait résumer, je pense que les infrastructures sont essentielles. On en manque. On a un énorme retard, des semi-conducteurs, des câbles sous-marins, des data centers, des infrastructures cloud. Il n'y aura aucun projet de souveraineté numérique réel sans infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de projet. Et encore, il faudrait même se poser la question de savoir si notre retard dans les infrastructures n'est pas tellement important que, en fait, on peut poser la question d'un projet de souveraineté numérique tout court. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra revoir. Les normes qui sont essentielles, qui écrit les règles, comment on définit les standards techniques et comment ces normes peuvent structurer le marché. Aujourd'hui, je trouve que alors qu'on avait les recommandations du rapport Draghi, je trouve qu'on est dans un retour de la Commission européenne qui a tendance à libéraliser encore plus le marché, à le déréguler. C'est à mon avis une erreur, même si la position est à nouveau là en train encore de changer, puisqu'on voit avec le rapport qui est en train de se tendre avec les États-Unis, parce que la Commission européenne pourra revenir là-dessus, et on voit que les normes sont un instrument de puissance, parce qu'aujourd'hui, quand les États-Unis nous expliquent que on doit faire ci, on doit faire ça, parce qu'ils vont décider, et ben la Commission européenne se sert d'instruments juridiques
qui ont des défauts, mais qui ont le mérite d'exister et qui ont des effets réels. Et enfin, le troisième vecteur, c'est les talents. Former, attirer les meilleurs et aussi les retenir. Alors, on a la question des ingénieurs de haut niveau. On sait en produire. La France a une école mathématique exceptionnelle. Mais je pense que cette école mathématique, elle a tendance à être une sorte de pointe de diamant avec un décrochage trop important de la société française sur les questions mathématiques. On devrait avoir non pas plus, on devrait avoir plus d'ingénieurs, mais aussi plus de personnes qui ont une appétence pour les questions scientifiques, ou tout moins qui maîtrisent des notions scientifiques de base et aussi de l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, on fonctionne trop en silo. Les États-Unis ont une force. Il y a des laboratoires aujourd'hui à Stanford où vous avez des ingénieurs en intelligence artificielle qui discutent avec des juristes de haut niveau, qui discutent avec des designers, etc. Et cette émulation intellectuelle permet d'innover et d'être à la pointe des nouvelles technologies. Et la Chine et aussi, dans cette optique-là, on a tendance à penser que c'est un système extrêmement fermé et rigide. Au contraire, ils ont une vraie culture d'innovation, ce qui est un peu la découverte que tout le monde fait. Et eux aussi ont la création d'écosystèmes, pensent en écosystème. C'est, à mon avis, fondamental. Nous ne pensons pas assez en écosystème. Et je vais prendre un exemple et terminer là-dessus. J'ai discuté avec un éminent professeur de médecine avec qui je suis en train de rédiger quelque chose, un article, et qui me disait qu'il était parti au Japon. Au Japon, aujourd'hui, vous avez un hôpital universitaire, vous avez des incubateurs de start-up vous avez une université à côté. Et vous avez des gens qui travaillent sur des projets communs, de l'interdisciplinarité, de l'action, de la créativité et une libération des énergies qui est, à mon avis, trop peu présente en Europe et vraiment totalement insuffisante en France. Oui, parce qu'à l'époque, il y a un bouquin sur le MIT et le Dôme. À l'époque, effectivement, c'était pas chacun dans son couloir ou dans sa verticale, mais ils mettaient différentes technologies, enfin, pardon, thématiques. Et c'est ça aussi qui avait contribué à cette floraison. Et en rebond sur les ingénieurs, ça me fait penser à Breakneck de Dan Wang, qui est assez fabuleux parce qu'on a toujours le côté les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens réglementent. Et on voit bien que même là, Xi Jinping, il a une formation d'ingénieur. Il a autour de dans son board, ça ne se dit pas comme ça en chinois, mais j'ai pas le terme, des ingénieurs. Et donc il y a quand même cet état d'esprit chinois, ingénieur, enfin, d'ingénierie le futur, alors que les Américains, depuis une vingtaine d'années, ont tendance à mettre au plus haut niveau des personnes qui étaient côté, et j'ai rien contre les juristes bien sûr, mais sur une logique de réglementation. Donc même là, on voit qu'entre les Américains et les Chinois, et je parle même pas, même plus des Européens, il peut y avoir cette côté, ben, je suis capable en quelques jours ou quelques mois de faire un nouveau périphérique, le huitième périphérique autour de la ville, alors qu'en France, il y a des travaux pour mettre en place un nouveau tramway, et puis c'est un peu la galère. Ouais. Alors, juste pour rebondir sur Dan Wang, bon, son livre est tout à fait remarquable et je lis chaque année avec attention sa lettre. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une sorte de saint-simonisme bas de gamme, c'est-à-dire où on dirait bon bah écoutez les ingénieurs on a eu des réglementations, ça nous a empêché d'être innovants, etc. Et puis bah maintenant si on met des ingénieurs à la tête de tout ça, ça va fonctionner. À mon avis, ce qu'on voit, c'est l'absence de projet politique. Sur la question américaine, en fait, une logique court-termiste qui est celle de la rentabilité à tout prix, même si là aussi il y a une sorte de dégradation, je trouve, et ça Guillaume pourra sans doute mieux en témoigner que moi, mais de dégradation à mon avis de ce niveau, parce que je pense que la Silicon Valley a fait une bascule où la recherche de la rentabilité, il y avait beaucoup plus de projets créatifs. Il y a une certaine forme de créativité avant qui a tendance à disparaître, je trouve, avec le tout IA qu'on voit dans la Silicon Valley. Ça, c'est le premier point. Et la Chine a vraiment un projet politique. Je trouve, nous, on a perdu une vision de long terme. Et j'ai un peu peur qu'on ait un réflexe en France et en Europe de se dire, bon, bah, on balance toute l'infrastructure, entre guillemets, juridique, mais le terme d'infrastructure, à mon avis, me semble important, pour la remplacer par des ingénieurs, et puis on va bien voir ce que ça va voir, et on va avoir d'innovation, etc. Et à mon avis, c'est pas du tout un axe à privilégier.
Ouais, quelque part, c'est un peu un retour au court-termisme, un peu quand on est passé des élections présidentielles à 7 ans, on est descendu à 5, alors qu'au contraire, quand tu es en Chine, à la limite, je suis à 30 ans, quoi. Ouais. Bon, au-delà, vas-y, Guillaume, pardon. Non, 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 mais je trouve que l'analyse de Marin est super bonne. C'est-à-dire qu'effectivement, une grande partie de la stratégie qui paye, hein, et qui a été annoncée aussi par Kai Fu Lee, hein, donc ce Taïwanais à qui je consacre aussi tout un chapitre dans le livre, et qui avait prédit, hein, l'arrivée de DeepSeek, c'est-à-dire qu'il y a des petits modèles open source qui allaient un petit peu semer le bazar. Mais effectivement, elle repose sur une vision qui a été énoncée dès 2007, et aujourd'hui, j'ai pu aller en Chine il y a 5 mois. On voit, moi ça m'a frappé, j'ai été aidé par plusieurs personnes sur place, mais il y a plus de 100 constructeurs de robots humanoïdes sur place. Alors, tous ne réussiront pas, mais c'est très darwinien. C'était un petit peu, il y avait quasiment autant de fabricants d'automobiles chinoises électriques, et puis vous voyez bien aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui émergent comme BYD. C'est la même chose en Chine. Certains, un s'appelle Fourier Robotics, alors c'est aussi un clin d'œil à l'excellence de nos scientifiques. Ça me rappelle aussi ce que disait Aravind Srinivas, donc le co-créateur indien de Perplexity, donc qui est un concurrent de ChatGPT. Et lorsque je l'ai vu plusieurs fois, et les 2 dernières fois à Paris, je disais, mais j'étais un peu déprimé de voir la France perdre un peu de terrain, être un peu absente sur tout ce qui se passe en ce moment. Il me disait, mais Guillaume, tu te trompes complètement. Un, vous avez ces mathématiciens, les Lavoisier, Laplace, Fermat, Poincaré, ces scientifiques, ces physiciens qui font l'admiration du monde entier. Je disais, oui, d'accord, mais maintenant. Et là, il me disait, bah, regarde, Yann Lequin, vous avez une chance inouïe. Alors, il m'expliquait que son co-créateur, le co-créateur de Perplexity, il avait fait le siège du bureau de Yann Lequin pour obtenir des conseils scientifiques et du financement. Pour faire très court, Yann Lequin, donc il a prix Turing, donc c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Il a longtemps dirigé l'intelligence artificielle chez Meta. Il vient d'en démissionner. Et bonne surprise, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Donc ça, c'est ce que j'essaye de me dire en ce moment, parce que sinon, on arrête tout. Il revient en France. Il revient en France. Il est complètement énervé par Musk, par Trump. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Mais surtout, c'est un petit peu, il est symptomatique. Le chapitre que je consacre aux Français, ce sont uniquement des Français qui ont décidé de quitter les big tech, les GAFA, enfin les grandes entreprises technologiques, hein, on peut les appeler comme on veut, les 7 merveilleux, enfin, pour, euh, euh, pour inventer ici en France. Je vais vous donner 2 exemples, mais je trouve que c'est quasiment un sacerdoce. Bertrand Randepierre, euh, pareil, les meilleures écoles, hein, comme beaucoup d'entre eux, Normal, Polytechnique, etc., ou le master MVA de l'École normale supérieure. Il a un poste en or chez DeepMind, donc qui appartient aujourd'hui à Google depuis 2014. Il quitte DeepMind pour rejoindre l'AMIAD, pour co-créer cette agence d'innovation intelligence artificielle pour la défense, hein. C'est une des choses bien qu'a réussi Sébastien Lecornu lorsqu'il était ministre des Armées. Il réussit à le convaincre de venir, donc il divise son salaire, je pense, par à peu près 30. Mais Bertrand Rampierre, enfin, suivez-le un peu sur les réseaux, il est très content. Il est dans l'ouest de la France avec une trentaine d'autres chercheurs. Ils ont créé un peu un campus à l'américaine où ils essayent de mettre l'intelligence artificielle au service de notre défense. Et il y en a plein d'autres, hein. Je ne vais pas faire trop de name dropping, ils sont tous dans le livre, mais Antoine Borde, que tu citais, qui a quitté lui Meta pour co-créer Helsing, euh, et, euh, et, et bien sûr les trois de Mistral dont on parle toujours, mais aussi Stanislas Pollu qui a quitté OpenAI pour lancer Dust. Stanislas, quand il est parti, il a eu un mail de Sam Altman qui lui a dit, mais tu veux pas rester chez nous? Bref, on a ces talents. Donc effectivement, comme dit Marin très bien, malheureusement, on n'a pas eu et on risque d'en souffrir très longtemps cette vision à long terme. D'ailleurs, on se demande encore si on l'a vraiment. On a un manque cruel de financement qui fait que 80% des fonds levés, encore aujourd'hui, entre 70 et 80%, le sont aux États-Unis. Et puis, il y a tous les investissements d'État en Chine. Donc, on manque cruellement de vision, de financement. Et puis, alors, c'est au cœur des discussions qui en ce moment à Bercy. Il y aura une nouvelle réunion. Alors, moi, j'en ai un peu marre. À chaque fois, je leur dis, vous nous dites ça depuis 30 ans. Mais ce sont les commandes publiques, le Small Business Act, qui a tellement réussi aux États-Unis, c'est-à-dire de réserver 20% des commandes des grandes entreprises ou de l'État aux startups, à des gens que personne ne connaît, mais à qui il faut faire confiance. Ça n'a jamais été appliqué en Europe. Alors, on m'a parlé d'un Procurement Act qui est en ce moment en discussion au niveau européen. J'espère que ça verra le jour. Je sais que ça a tardé en partie sur pression des Américains, mais ça permettrait
d'aller de l'avant. Il y a aussi toute une vallée de la robotique, hein, je fais très vite, qui s'installe aussi en Allemagne, avec des investissements qui commencent à porter leurs fruits. Donc, on a quand même des raisons d'espérer, mais ça va être dur. Et puis surtout, il va falloir être courageux, il faudra accepter parfois des sacrifices, être beaucoup moins bien payé, prendre des risques pour peut-être inventer quelque chose ici en Europe. Oui, Je, je- vas-y, vas-y. ouais, je pense pour préciser mon pensée et rebondir sur ce que Guillaume vient de dire, c'est effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui, d'une part, l'infinie richesse de nos mathématiques et de nos centres universitaires, en fait, est aussi le pur produit d'une vision politique et d'un agencement de la société au service de cette vision politique. La question des services publics, une excellence française, la culture de la recherche, de l'interdisciplinarité, etc., qui n'est pas assez suffisante, mais qui est là, etc., et qu'on a perdu de vue. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, à mon avis, ce que Guillaume montre, c'est la question des valeurs. C'est quelles sont les valeurs que l'Europe et la France vont prôner dans un monde de plus en plus complexe et dégradé. Et effectivement, on a la possibilité extraordinaire de proposer une troisième fois, de proposer une troisième voie technologique. Aujourd'hui, la Chine est sur une logique, enfin, la Chine et les États-Unis, même si elles ont des logiciels idéologiques différents, sont dans des logiques de domination. On peut avoir d'autres systèmes d'excellence, d'autres visions technologiques avec d'autres modèles d'intelligence artificielle, c'est ce que fait Yann Lequin, d'autres propositions technologiques, une autre culture par exemple, on pourrait très très bien réfléchir aux questions de vie privée, beaucoup plus, de droits fondamentaux, de santé, etc. On a la chance d'avoir des infrastructures absolument extraordinaires qui, en fait, sont héritées des années 50-60, hein, vraiment, et sur lesquelles on peut encore capitaliser. Alors, J'aimerais Donc bien tout n'est pas revenir, perdu. moi, vas-y, j'aimerais bien revenir sur les aspects de démocratie, de vision. Euh, Comment avoir une vision dans un pays démocratique quand on regarde les pays qui ont des visions, ils ne sont pas très démocratiques. Euh, et la différence aux États-Unis, c'est le pouvoir de l'argent. C'est en fait, qu'est-ce qui fait que beaucoup de choses se sont développées aux États-Unis? C'est que les IRM, plein de techniques ont été inventées en France et n'ont pas trouvé de financement en France. C'est pas seulement en intelligence artificielle, en médecine, Bien plein de sûr. domaines, parce que il faut de l'argent pour développer les choses et que la logique américaine permet qu'il y ait des gens qui aient de l'argent. Euh, Comment peut-on concilier la démocratie et une vision à long terme et une organisation collective? Et c'est en ça que je me demande si l'intelligence artificielle n'est pas plutôt un facteur aggravant dans la difficulté à avoir une vision à long terme. C'est que dans sa déshumanisation, dans le fait par exemple que les individus, on a une double déshumanisation, on a les individus qui se mettent à dialoguer avec l'intelligence artificielle bien plus qu'ils dialoguent avec leurs conjoints, et ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, on a un phénomène de bande passante qui donne le leadership à celui qui fait le plus de bruit. Donc, comment avoir dans ce contexte une vision à long terme? Tu réponds, Marin, Guillaume? je te laisse répondre si tu veux, Bah, mais j'ai à mon avis, anticipé, mais c'est plus anecdotique. Vas-y, vas-y. la question, à mon avis, elle a doubles entrées. Donc, d'une part, la démocratie et la vision à long terme, à mon avis, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation compliquée et qui va demander des efforts et un sursaut national, est une opportunité justement de fédérer la société autour d'un contrat social renouvelé. C'est d'ailleurs chaque crise il y a une opportunité et aujourd'hui on a l'opportunité d'arbitrer certains sujets et certaines problématiques qui sont là depuis très longtemps. Je pense à la question énergétique, on a la question technologique, on a d'autres questions qu'on peut débattre, discuter et se mettre d'accord. La démocratie
et n'est pas antagoniste avec la vision du temps long. On peut très très bien, à mon avis, c'est la réattribution, la remobilisation de l'intérêt général au service d'une vision long terme et d'un contrat social renouvelé. C'est sûr que aujourd'hui, si on continue d'avoir les débats politiques qu'on a aujourd'hui avec des visions court-termistes, etc., qui s'affrontent les unes des autres, on n'arrivera pas à grand-chose. Mais enfin, rien n'est impossible et on peut très très bien avoir à un moment des politiques qui décident de, voilà, pour l'intérêt général et une nation qui décide d'arbitrer ses choix fondamentaux. On a des outils juridiques pour le faire, des outils constitutionnels qui permettent aussi pour se projeter à nouveau dans une vision du temps long. Et à mon avis, cette solution, même si elle peut paraître naïve, voire même utopique pour certains, dans notre société est fondamentale. On n'est pas des Chinois, on n'est pas des Américains, on a une culture très très forte du débat, de la discussion, et si on n'a pas une proposition qui permet d'embarquer la société, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord, ça ne veut pas dire que ça doit être la création d'un nouveau dogme, mais ça veut dire que ça doit être la création du partage, de lever des vraies solutions, des vrais sujets. À mon avis, on aura une société qui implosera. Dans une société où on a des fake news, où on a des stratégies cyber qui jouent sur les divisions. Par exemple, je ne pense pas qu'un projet de création d'une intelligence artificielle, d'une société ou de création technologique puisse s'affranchir de la question du partage de la valeur. Je ne pense pas qu'une société qui s'automatise puisse s'affranchir, et Guillaume peut mentionner en introduction, de la question du travail. Il est totalement anormal qu'aujourd'hui, le premier texte, enfin pas le premier texte, mais le texte de référence qui soit sorti avec l'arrivée de ChatGPT, ce soit Sam Altman qui déjà disait il va y avoir l'automatisation généralisée, et donc du coup, il faut réfléchir à des questions de revenu universel, etc. On a trop délégué ces questions à des acteurs extérieurs, on a trop une vision gestionnaire, et à mon sens, c'est pas qu'on redécouvre la politique avec un petit p, mais c'est l'occasion de redécouvrir la politique avec un grand P, avec des arbitrages fondamentaux qui nous engagent sur le temps long et qui mobilisent la société sur le temps long. Non, mais c'est super. Enfin, j'espère que. En tout cas, Florence, vous avez raison, c'est une question clé et où on voit aussi, et encore une fois, c'est pour ça que ces personnalités qui sont connues pour certaines, moins connues que d'autres, et qui ont plus de pouvoir dans notre vie que des hommes politiques qu'on a élus. Et c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'ils ont dans le cerveau, dans leurs rêves, dans leurs fantasmes, dans leurs névroses parfois. Et effectivement, chez un grand nombre, chez certains, si on reste aux États-Unis, je pense par exemple à Peter Thiel, Curtis Yarvin, etc., la notion de démocratie, elle n'est pas naturelle pour eux. C'est pas un combat qui va supplanter tous les autres. Et c'est vrai que la démocratie, si on ramène le nombre, j'ai envie de dire, de jours ou d'années où l'humanité a connu cette démocratie, si on la ramène à la totalité de la population mondiale, et puis depuis que l'homme existe, c'est très peu en réalité. Et ça me fait penser à d'autres idées, le fait de croire encore à la concurrence, qui sont pas battus en brèche par certains de ces acteurs, comme Peter Thiel, qui, dans From Zero to One, pense que le monopole, en tout cas dans un certain temps, pour des startups, leur permet de se développer. On voit bien que la démocratie n'est pas forcément le système le plus facile pour qu'une exécution dans un monde qui bouge très vite soit le plus efficace. Pour faire très vite, moi, ce qui me marque en ce moment, parce que je commence le livre par une discussion avec Howard Rheingold, vous savez, c'est un des profs à Berkeley, qui est un des pionniers de la réalité virtuelle, et lui, il me dit très vite, il y a eu trois ingrédients qui ont permis à la Silicon Valley de s'épanouir. C'est un, les universités, et comme le disait Marin, les incubateurs, c'était le cas de Stanford assez vite. Deux, l'esprit hippie, un peu beatnik, le LSD, John Baez, Bob Dylan, etc. Et trois, les investissements militaires à long terme. Ça a permis beaucoup, beaucoup le développement d'Internet, beaucoup. C'est ces investissements à long terme qui nous manquent cruellement en Europe. Mais ce que je trouve assez impressionnant en ce moment aux États-Unis, et ça va très vite, c'est la militarisation. Si vous regardez un des derniers livres de Alex Karp, donc le co-créateur de Palantir, un livre qui n'a pas été traduit en français, il appelle en fait la Silicon Valley à se réveiller, et à arrêter de créer des coussins connectés ou des petits objets qui ne servent à rien,
militarisez-vous parce qu'on arrive dans un monde de plus en plus armé, avec de plus en plus de tensions. Et c'est un petit peu ça qui marque beaucoup, peut-être en partie d'ailleurs, certaines actions de Trump et qui doivent nous pousser à nous rebâtir, voir ce qui nous rassemble, hein, comme le dit très bien Marin, et avoir cette vision à long terme qui pourra peut-être nous sauver. Mais vous avez raison, Florence, la démocratie est attaquée de toutes parts. Et qui pourrait aussi agréger d'autres acteurs qui pourraient voir l'intérêt. Sur la réussite du projet chinois, à mon avis, elle est aujourd'hui. Alors, la Chine a aussi des fragilités structurelles. Je pense à la démographie qui va être un problème à moyen terme. Ils ont aussi des questions de corruption endémique. Enfin, voilà, là Ouais, bien aujourd'hui, sûr. on Faut pas découvre. idéaliser, ouais, bien Il sûr. faut pas idéaliser le système chinois. Et quant au système américain, il est en train enfin, on est quasiment en phase de pré-guerre civile. Donc, il faut faire aussi attention à ces tentations Bien qui, sûr. sur les questions démocratiques, de sortir un peu de ce système, de dire bon, le modèle démocratique est à écarter et on va avoir un modèle d'efficacité, etc., qui, à mon avis, serait contraire d'une part à notre histoire et voire même au modèle de société qu'on peut proposer. Il y a un modèle démocratique compatible avec des innovations technologiques. La question, c'est d'avoir des débats suffisamment fins pour se saisir de ces questions. Le fait d'avoir du temps long, tout est fait pour qu'on n'ait pas de possibilité de temps long. Le rythme des élections, on a un exemple flagrant en ce moment, d'un sursaut national qui devrait y avoir en ce moment, où les politiques ne pensent qu'aux prochaines élections communales et ensuite présidentielles. Donc on est dans la situation aujourd'hui. On voit bien que ce qui compte, c'est les élections. Donc ceux qui nous gouvernent se font élire. Dans la démocratie, c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, où pourtant on est quand même au fond de la piscine, personne ne donne le coup de pied au fond de la piscine. Et bah non, personne, hein, franchement. Euh, et donc on s'enfonce encore plus aujourd'hui qu'on était enfoncé il y a un an. Et donc, je trouve très, très optimiste. Le temps des élections est un temps qui nous raccourcit. Et pareil sur le plan financier, la publication trimestrielle des résultats est une chose qui fait que le chef d'entreprise est obligé de regarder à le court terme. Et il fait quand même du long terme, mais ça a un coût. Ça a un coût dans ses coûts de financement, etc. Donc, toute notre organisation en Europe est faite pour raccourcir le temps. Dans le monde de l'actuariat où nous sommes, dans le monde de l'assurance, où c'était des contrats entre un assuré et un assureur, des contrats qui avaient une durée, avec un engagement entre les deux. On est passé de cette conception de contrat qui était encore valable il y a une quarantaine d'années à une notion de produit et avec des durées pour le plus grand, qui paraissent vraiment très intelligentes à nos politiques, qui sont de réduire, de donner la capacité de résiliation très, très rapidement, quelquefois à tout moment. Ça plaît au peuple et puis ça coûte plus cher à tout le monde parce que c'est une perte de mutualisation. Donc les phénomènes sont quand même complexes. Et la démocratie ne favorise pas de dépasser des conceptions simplettes de problèmes complexes. Et on voit que notre raccourcissement du temps en France, en tout cas, elle ne permet pas d'avoir une vision à long terme. C'est pas possible. Je vais rebondir parce que ça me fait penser à deux niveaux, parce qu'on a beaucoup parlé de société, de valeurs, de politique au sens société. Récemment, il y a Ezra Klein du New York Times qui disait que avec l'IA générative, nous externalisons la lecture, l'écriture, la recherche et, je cite, ça ne rentre pas en nous, ça ne nous transforme pas parce que nous perdons les heures de grappling, de lutte mentale avec le sujet. Et donc déjà, à titre individuel, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez des bons exemples pour reprendre du temps de pause et d'investissement quelque part? Oui,
Tu as raison, Nicolas, c'est plus hardi, j'ai envie de dire, plus héroïque de trouver des bonnes solutions, des bonnes idées constructives en ce moment, parce qu'effectivement, le spectacle auquel on assiste est pas très réjouissant. Peut-être un témoignage, je mets 3 lignes dessus dans le livre, parce que voilà, il fallait se limiter en nombre de pages, mais ça m'a bouleversé. J'ai rencontré toujours de ce petit tour du monde en fait des personnalités qui façonnent notre avenir. Laila Ibrahim, donc une famille d'origine libanaise qui habite aujourd'hui à Londres et qui a un rôle très important chez DeepMind. Alors pourquoi je parle beaucoup de DeepMind? Alors c'était un bijou européen londonien qui malheureusement a été racheté par Google en 2014, après 4 ans d'existence. Mais c'est cette fameuse société qui réussit pour l'instant à garder son autonomie et qui a propulsé Demis Hassabis, son créateur, à la tête de l'IA chez Google. Mais cette société qui a permis AlphaGo, donc c'est le meilleur outil pour battre les joueurs de Go au monde. J'avais eu la chance d'aller en Corée, assister à cette finale assez dingue. On voyait Lee Sedol repartir complètement désabusé. J'avais un copain qui adore le jeu de Go, il m'avait dit les échecs, ok, mais jamais l'IA arrivera sur le jeu de Go, c'est trop poétique, c'est trop humain, etc. Et là, elle y a réussi. Et puis surtout, DeepMind est à l'origine d'AlphaFold, hein. Vous savez, c'est ce modèle de visualisation du repliement des protéines. Ça a l'air de rien, comme ça, mais les biologistes s'arrachaient les cheveux pour y arriver facilement. Et c'est porteur d'énormément de recherches en chimie, en biologie, en agriculture. Bref, c'est un outil absolument dingue. Et là, on est quand même dans l'IA qui peut faire des choses pour le bien. Bon, voilà, c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas. Et je lui disais, mais comment vous faites? Moi, je suis père de 2 filles, comment vous faites? Et elle rigole, elle me dit, moi aussi, je suis mère de 2 filles. Une est dyslexique, l'autre a des problèmes de confiance en elle en mathématiques. Et elle me montre l'outil qu'elle a réussi à paramétrer. Alors, il y en a, mais voilà, il ne faut pas juste laisser ChatGPT tout seul, etc., avec des collégiens, parce qu'effectivement, c'est tout facile, tac, 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 hop, on a l'impression d'avoir une copie, et effectivement, on n'a pas du tout réfléchi. Mais elle m'a montré un petit outil qui permettait non seulement d'expliquer là où l'élève, donc sa fille, s'était trompée, de lui donner, d'adapter la correction, les explications, et sa fille pouvait retenter. Bref, c'était un outil qui pouvait agir comme un professeur. Alors, il faut que ça soit bien cadré, il faut qu'il y ait les bonnes données, il faut qu'il y ait, bref, tout ça, ce soit supervisé, mais dans certains cas, l'IA peut nous aider à réfléchir. Mais voilà, c'est tout est une question d'éducation. On a vu les réseaux sociaux, moi je me rappelle très bien au début des réseaux sociaux, là je vais faire mon vieux journaliste, les réseaux sociaux, ça devait nous permettre aux jardiniers de Bangalore de s'adresser d'égal à égal avec Bill Gates, qui devait lui répondre, lui demander enfin, c'était un outil d'égalisation. On a bien vu ce que ça a donné, des bulles où tout le monde ne parle qu'à ses copains, et puis énormément de polarisation. C'est effectivement un très 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 gros risque pour l'intelligence artificielle et la possibilité, la tentation qu'elle pourrait réfléchir à notre place. Honnêtement, on peut être pessimiste, mais il y a quand même des outils intéressants à regarder. Et il faut absolument qu'on soit en formation accélérée, sinon effectivement, on va voir le niveau scolaire continuer à Oui, baisser. alors je rebondis parce que typiquement, vous parliez tous les deux de robotique tout à l'heure. D'un côté, on voit que Elon Musk, il se dit, bah, finalement, je vais mettre des robots humanoïdes dans mon usine, mais finalement, ça n'a aucun intérêt dans une usine. Pourquoi? Parce qu'il va être capable de mettre des milliers de robots humanoïdes au contact d'humains dans un site fermé, d'avoir toutes les données qu'il veut, cette cohabitation, et ensuite de pouvoir les propager, une fois qu'il a ce modèle construit, dans les foyers. Et c'est Serge Chisseron qui me racontait que à l'origine, il y avait des robots dans les hôpitaux pour accompagner des malades. Et alors, les infirmiers, les infirmiers à côté, oui, ouais, bon, ils étaient gentils, mais Hmm. et finalement, ça leur libérait du temps, mais ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Le patient, la patiente dialogue avec le robot. Et moi, dans tout ça, et Ah, bien plutôt sûr. que de le remettre à la poubelle, ils sont venus à trois en médiation. Et donc le robot peut aussi aider en médiation avec les deux humains. Donc je trouve qu'en rebondissant sur ce que tu dis, c'est comment on arrive, non pas à se dire j'en veux pas, c'est de la dope, ou bien je suis complètement intoxiqué, mais j'arrive à prendre le bon côté et à plusieurs aussi. Ça rejoint ce que tu disais, Marin, sur la Ouais. transversalité, l'écosystème. Ouais, Tu sais, rapidement, très rapidement, c'est 30 secondes. Il y a un autre exemple qui m'a frappé dans cette enquête, qui dure depuis des années, c'est voir comment Elon Musk, donc, qui est entrepreneur génial sur SpaceX, sur certains points très précis, mais après, dans sa tête, on ne sait pas trop ce qui se passe, et parfois, on a juste envie de dire, tais-toi, calme-toi, respire.
mais il a pas mal d'enfants. Il en a entre 10 et 15, plus proche de 15. Parce qu'il n'était pas content du système scolaire américain, il a créé une école dédiée qui s'appelle Ad Astra sur le campus de SpaceX. Parce qu'il disait, au moins, il y aura, donc on est pile dans ta question, l'école de mes rêves pour l'enseignement de mes rêves pour mes enfants. Alors dans cette école, j'ai un peu regardé le programme, il y a des choses intéressantes, le fait de travailler à plusieurs, d'être débrouillard, tout ça c'est super bien. Et puis, par contre, il y a quelque chose qui est totalement absent, c'est l'apprentissage des langues étrangères. Parce qu'il dit, à l'heure des lunettes connectées, des écouteurs, ça servira plus à rien, qui vont traduire en temps réel, d'apprendre des langues. Or, mais qu'est-ce que c'est horrible! C'est-à-dire qu'une langue, c'est autre chose que des mots et des phrases. C'est toute une culture, une manière de réfléchir, etc. Enfin voilà, c'est une parenthèse, mais pour dire qu'effectivement, cette question de l'éducation, elle est clé. Il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble là-dessus. Et Bah, tu as parlé de langue. tolérance, typiquement, le fait de mettre dans un autre modèle, moi je l'ai vu en passant un an aux États-Unis, c'est dans un autre schéma mental. Et c'est Voilà. valable aussi, par exemple, quand on parle avec des Allemands qui mettent le verbe à la fin. Donc, contrairement à la France, où on peut couper tout de suite, bah, en Allemagne, il faut attendre la fin de la phrase pour pouvoir rebondir. Excuse-moi, Florence. Non, non, je crois que c'est très intéressant. Euh, c'est le contenu, enfin, c'est le sens qui risque de disparaître parce que la langue, de toute façon, elle est modifiée par l'intelligence artificielle. Les linguistes s'arrachent les cheveux. Il y a de plus en plus de données d'entraînement qui sont des données d'intelligence artificielle. Déjà, nous modifions notre langue déjà depuis 2 ou 3 ans. C'est garder sa culture, c'est une lutte qui doit, de mon point de vue, commencer dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que aider des élèves à faire leurs devoirs et que l'intelligence artificielle, on conçoive des outils là, qui permettent de mieux apprendre et de mieux comprendre, ça c'est une chose, mais c'est dès le plus jeune âge qu'il Bien faut sûr, apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, à penser contre eux-mêmes, mais dès le plus jeune âge. bien Parce sûr. que c'est par les petites classes c'est dans les petites classes qu'il faut qu'ils comprennent que c'est eux qui pensent et pas c'est quelqu'un d'autre qui pense à leur place. Et il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, qui offrent des outils pédagogiques pour Ouais. ça. Mais pour terminer sur cette anecdote de Laila Ibrahim, elle disait, OK, ça c'est très utile, alors, avec toutes les limites hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais elle restait à côté de son... Elle ne partait pas en disant, tu prends l'outil, tu te débrouilles. C'est Mais la important, transmission humaine est très importante. Je bien pense sûr. que, enfin, moi, c'est ce qui m'ennuie, moi, pour ma part, et je pense que je suis pas la seule, c'est cette déshumanisation. Bien sûr. Le fait que c'est bien que les humanoïdes aident, d'ailleurs on travaille hein, avec Nicolas, on s'y intéresse à ces humanoïdes, et compte tenu du vieillissement de la population, ils peuvent nous être bien utiles si on sait les former, les utiliser. Mais ce qui est dramatique, c'est cette perte de l'humain, de la relation humaine et du collectif. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le leadership, il est fait avec ces histoires artificielles de réseaux, de likes et de trucs comme ça. Et comment on fait un collectif, comment on est leader d'un collectif d'êtres humains et pas de machins qui sont virtuels. Alors, il y a le sport. Moi, je trouve que le sport, ça peut l'être, sport d'équipe, sport. Mais il faut trouver des trucs humains. Nous sommes des animaux quand même. Il faut quand même s'en souvenir qu'on est des animaux et qu'on a besoin de. Et ça, c'est en ça que Yann Lequin se démarque de l'intelligence générale qui est en train de se développer aux États-Unis. C'est qu'il veut retrouver, il dit toujours que l'intelligence artificielle, elle est ridiculement bête par rapport à un bébé qui apprend et qui reconnaît un chat très rapidement, etc.
Et je suis d'accord avec vous deux quand vous êtes optimiste sur cette partie-là, parce que je crois il faut pas critiquer l'être humain, il faut pas se soumettre. Et même pour moi, je trouve que ce qu'on appelle l'irrationalité de l'être humain, c'est une force de l'être humain. L'irrationalité. Il faut refuser d'être normé par l'intelligence artificielle. Comment faire? Alors, Quelle solution? sur la question que tu viens de répondre, enfin, c'est très intéressant nos débats. À mon sens, et je viens d'y penser, je pense qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme révolution économique. Il y a des débats extrêmement importants et je pense personnellement qu'elle sera moins importante qu'annoncée. Mais à mon avis, la vraie révolution de l'intelligence artificielle générative, c'est la question de l'éducation. Et à mon avis, il y a deux problèmes dans la manière dont on pense le sujet. D'abord, il y a un problème historique, c'est qu'on pense l'intelligence artificielle comme une technologie qui serait apparue comme ça, qui aurait surgi nulle part et qui nous poserait des questions fondamentales. À mon avis, l'intelligence artificielle, elle s'inscrit dans une histoire des techniques depuis le 19e siècle, qui est le décentrement historique de l'humain face à la machine. L'humain comme pièce d'un système plus grand on a eu au début la capacité de déléguer notre force physique à des machines et donc du coup l'humain s'est positionné en outil au service de cette automatisation des forces physiques et maintenant aujourd'hui on a l'humain au service de cette automatisation des forces cognitives et ça à mon avis c'est pas un hasard si la partition d'intelligence artificielle générative reproduit à des échelles beaucoup plus importantes, des courants de pensée, notamment aux États-Unis. Au XIXe siècle, l'apparition des machines automatiques dans les usines, ça a produit quoi? Le taylorisme, le darwinisme social, la cybernétique, entre autres. Et aujourd'hui, on a des versions actualisées de quoi? Du taylorisme, du darwinisme social et de la cybernétique. Il y a aussi un enjeu central dans l'apparition des intelligences artificielles génératives dans l'éducation, c'est la manière dont elles réinterrogent notre concept et notre façon de parler. On est euh, dans le langage comme outil de simulation de pensée. Ça n'est pas de la pensée, ça reste de la simulation. Une pensée, c'est un cerveau organique qui interagit, qui a une histoire, qui interagit avec des environnements extérieurs, etc., et qui fait qu'à un moment, on a des idées, et que cette idée nous est propre, etc. Les intelligences artificielles génératives, ça n'est que de la simulation de ce qui pourrait ressembler à une pensée sur un écran d'ordinateur. Et ce qui pose, à mon avis, et vous l'avez mentionné Florence et Guillaume et Nicolas, la question de l'autonomie intellectuelle, qui en fait est d'une certaine façon la question qui s'était posée aussi avec l'autonomie, avec l'automatisation entre guillemets physique, et de l'érosion du centre de gravité de production du savoir. En fait, l'humain est concurrencé par l'apparition d'autres centres de gravité du savoir que sont les machines. Et donc, du coup, ça interroge complètement la place de l'école, la place du professeur dans nos sociétés. Et je pense, et même j'en suis intimement convaincu, que l'éducation telle que nous l'avons pensée comme quelque chose d'un savoir descendant, etc., à mon avis, doit être complètement revue. On doit, à mon avis, avoir une éducation centrée, je parle d'éducation lycéenne, autour des savoir-faire fondamentaux, avec des socles extrêmement solides de maîtrise du langage, de maîtrise des mathématiques, de maîtrise des sciences, etc., qui sont les socles fondamentaux de la réflexion, hybridés avec une pédagogie inventive. Le développement des jeux, le développement de la recherche par soi-même, de la créativité, de l'entraide, etc. Et je pense aussi que, comme tu mentionnais, Guillaume, l'intelligence artificielle, si encore une fois elle est utilisée, encadrée et pensée comme étant au service des professeurs, au service des étudiants et au service des familles, et non pas comme un nouveau marché et le marché de l'éducation, elle peut être un outil formidable. D'une part sur la détection, par exemple, des difficultés scolaires de manière préventive, ça peut faire des outils, ça peut être des outils extraordinaires.
On a eu des retards, on a des retards considérables sur la détection, par exemple, des neurodivergences, des dyslexies, des dysorthographies, etc. Ça peut être des outils de détection absolument fantastiques. Ça peut être aussi des outils d'adaptation du savoir et de sur-mesure, et ce qui permet aux étudiants de progresser, et aussi des outils, et on a souvent parlé de la nécessité pour les adultes, les professionnels, etc., de se former de manière continue, des outils de formation continue. Mais effectivement, cette apparition et ce décentrement de production de savoir réinterroge la place de l'homme dans la société, et effectivement, la capacité de faire société, la capacité de s'entraider, la capacité d'interagir. Et il faut dire, les salles de classe ont relativement peu bougé depuis le XIXe siècle, même si bien évidemment, il y a eu des progrès considérables dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Il y a des choses fantastiques qui sont faites. Mais à mon avis, s'il y a bien une focale sur un sujet, c'est sur le sujet de l'éducation. Et je pense que c'est trop peu présent dans le débat public. Bien d'accord avec toi. Il y a peut-être d'autres questions, non, Florence ou Nicolas, des personnes qui sont avec nous? Non, mais comment dire, je réfléchis à tout ce que vous dites et la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, euh, je reprends l'exemple d'Helsing ou de la Défense, il y a une attaque extérieure ou des tensions, enfin, c'est pas que virtuel. Et donc, potentiellement, il peut y avoir un réveil de la défense. Est-ce que vous voyez potentiellement arriver un réveil de cette éducation? Parce que tant que tu n'es pas confronté, tu as quand même une inertie du système. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas une responsabilité Je veux individuelle. dire, est-ce que la perspective d'une guerre peut réveiller l'éducation, c'est ça? Ou pas du Ouais, tout? en tout cas, est-ce qu'il y a des tensions qui pourraient dire, bah, tiens, on est sous. Aujourd'hui, il y a des débats en disant, est-ce que la France ou l'Europe est prête à la guerre? Et il y en a qui disent, bah, de toute façon, on verra bien le moment venu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un crack, entre guillemets, ou une tension qui dit, bah, merde, faut se bouger, quoi. Bah, juste rebondir et après, parce que ça fait écho à quelque chose. La manière dont on a construit la cyberguerre, ce qui est très intéressant, c'est que les stratégies occidentales ont toujours conçu la cyberguerre, enfin toujours, c'est un peu exagéré, mais sous l'angle d'attaques informatiques, des infrastructures, etc. On imaginait grosso modo qu'on est des armageddons numériques, des avions qui tomberaient du ciel, des trains qui dérailleraient, etc. Ce danger existe. Mais ce qu'on a découvert avec notamment la guerre d'Ukraine, c'est que la cyberattaque, elle avait lieu sur les réseaux sociaux avec de la désinformation de masse. Et ça continue. Aujourd'hui, et ça continue, et ça va s'accentuer, et ça va s'accélérer. L'intelligence artificielle générative est un outil absolument terrifiant pour faire ça. Et effectivement, j'ai peur que dans le secteur de la défense, on ait une riposte extrêmement forte parce qu'on a encore une fois des ingénieurs, des techniciens qui sont capables de produire rapidement des outils qui sont capables de concurrencer le meilleur, des drones autonomes, des robots, etc., etc. Mais sur le plan de l'éducation, qu'on ait une riposte qui soit plus fragile sur comment est-ce qu'on va avoir une population qui est capable de résister à des fake news en masse, à des désinformations cognitives, à de la saturation cognitive, etc. Et ça, à mon avis, c'est l'angle mort actuel des politiques publiques et notre vision de la guerre, c'est qu'on va aussi avoir une guerre sur la question du savoir et de cette attaque sur le savoir va décoller aussi l'attaque sur nos valeurs. Ce que cible la désinformation et les cyberguerres, c'est ce qu'on appelle les forces morales de la nation. La capacité d'une société humaine à faire corps autour et à faire corps et bloc autour de valeurs communes qui vont lui permettre de se projeter dans des temps difficiles, règlement climatique, guerre, etc. Bon, C'est ben écoutez, passionnant. en tout cas, notre heure un peu allongée se termine. C'était passionnant. Je tiens à vous remercier tous les deux et Florence. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, tous les deux? Ah oui, lisez Pionnier de l'IA de Guillaume, qui est un livre absolument extraordinaire et fascinant, et ses articles. Non, non, mais c'est ultra sympa. Toute petite parenthèse, effectivement, ces nouvelles armes, etc., ça va nous imposer de nous réinterroger sur ce qu'est l'homme, ce qu'est la décision. Tu sais, j'étais allé à une conférence à ce sujet à Sciences Po, où il y avait beaucoup de généraux qui s'exprimaient. Et c'était est-ce qu'on garde human in the loop, c'est-à-dire est-ce que c'est l'homme qui prend la fameuse décision euh, de, de, de tuer son ennemi ou pas.
ça interroge aussi l'homme, donc on va avoir beaucoup de cas de figure. Et c'est effectivement très important de tous se parler. Effectivement, j'ai essayé dans ma petite mesure d'essayer de montrer quelques débats qui sont en cours, des débats sur l'éducation, le partage des richesses, à travers des portraits de femmes et d'hommes, parce que ce sont elles et eux qui, encore une fois, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément élus, mais qui ont beaucoup de pouvoir sur nous. Et je pense qu'il faut les challenger, leur poser à chaque fois des questions pour que ce soit vraiment un choix collectif et que toutes les craintes de Florence sur la démocratie, l'éducation, elles soient correctement répondues parce que on ne doit pas voir notre avenir nous échapper. Je voulais vraiment vous remercier, c'est super riche. Ça donne envie de se voir autour d'un café, d'un resto. Florence et Nicolas, c'est vraiment une super initiative que vous avez. Marin, je l'avais rencontré un peu par hasard à une conférence qui m'avait beaucoup inspiré. Effectivement, je l'ai beaucoup interrogé. Souvent, il est très en avance. On avait parlé ensemble des neurodroits, vous savez, à partir du moment où les puces, vous savez, notamment la plus connue, c'est Neuralink, mais il y a plein d'autres projets en cours en ce moment au Canada, aux États-Unis. En Europe aussi, à certaines fois, des fins thérapeutiques vont se multiplier. Est-ce qu'on aura toujours le choix? Il y a certains acteurs de la tech qui répondent, hein, comme Marc Benioff, qui ne sont pas du tout d'accord avec Elon Musk. Donc, Marine est toujours en avance. Si vous voulez avoir toujours un petit temps d'avance, avec en plus de la réflexion et de l'histoire, vous pouvez le suivre sur Substack, minuit-5, c'est assez fabuleux. Je vous remercie. Je vous invite, moi je suis sur LinkedIn. Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn, c'est un des rares à pas être devenu totalement fou. Et ce réseau social, il est intéressant. Donc, je vous invite à me suivre pour ceux qui veulent sur LinkedIn et surtout à m'envoyer des messages. Je vous répondrai, je vous promets. Et puis, grâce à toute l'équipe de l'Institut des Actuaires, à Florence, à Nicolas, j'espère qu'on pourra se voir un jour en physique. Ben oui, Tout, pourquoi pas. tout En vrai, pareil, Entre en humains, entre vrai. humains. Et donc, tout vous allez pareil. faites Ouais, mentir. et juste pour répondre à Florence, à mon avis, la démonstration de ce genre de moment, c'est la démonstration que des conversations, des discussions, des débats sont, et je reprends les mots de Guillaume, essentiels pour challenger aujourd'hui des gens qui sont en position d'avance, qui nous ont pris de vitesse, pris de court, et on peut les challenger sur la question des risques, sur la question du droit, etc. Et il faut, à mon avis, pour se renforcer, créer des espaces de dialogue comme ça, pour à nouveau se projeter dans des conversations qui seraient plus égalitaires avec ces acteurs qui aujourd'hui, comme disait Guillaume, ont énormément de pouvoir et à mon avis, il est temps de rééquilibrer tout ça. Ben, c'est super. Donc, finalement, ça nous incite à faire mentir à Ezra Klein et à prendre le temps de grappling et de saisir tout ce que vous nous avez partagé. Un grand merci à toutes et à tous pour Merci. votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au À revoir. Au bientôt, revoir. merci bien. À bientôt.